Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Vous savez qu'on traverse une crise délicate. Ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est posé comme question chez Psychlia, c'est comment on pouvait faire bénéficier le plus grand nombre de notre expérience de 13 ans en économie circulaire, de manière à ce que finalement, que lorsqu'on sortira de cette crise, que le monde d'après soit différent, très différent du monde d'avant. Et on sait que le bâtiment a un impact majeur sur la santé, sur l'environnement. Je pense que Laura en parlera tout à l'heure. Et on s'est dit, toute l'expérience qu'on a acquise ces 13 dernières années, tous ces processus, ces produits en fait qu'on a utilisés. Peut-être ça serait bien de muter en fait tout le monde sauf moi en fait là. Je suis en train, c'est que je voulais pas te muter toi, c'est pour ça. Normalement, c'est bon. Oui, je disais en fait, donc ce qu'on voulait faire en fait, c'était justement pouvoir partager notre expérience et inviter d'autres acteurs du bâtiment, quels qu'ils soient, aménageurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études, constructeurs, fabricants de produits, facility managers, etc., à aussi partager leurs expériences, leur savoir-faire, leur, euh, leur, euh, leur expertise à travers on va dire, un outil qui soit assez souple, comme par exemple cette alliance bâtiment circulaire. Donc cette alliance-là, ce qu'on propose en fait, c'est pas une association, il n'y a pas de membership, il n'y a pas de participation, quoi que ce soit, c'est pas un business, c'est juste en réalité la possibilité de pouvoir partager de l'information, des expériences et des bonnes pratiques ou des produits de qualité à travers des webinaires comme ceux qu'on a organisés en fait aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé finalement à partager ces choses-là, vous pouvez rejoindre l'Alliance. Il n'y a rien d'autre qui est demandé que de vous connecter quand vous le souhaitez au webinaire qui vous intéresse ou éventuellement de contribuer, comme par exemple pour les faire des gens de Velux aujourd'hui qu'on remercie, pour partager, encore une fois, tout ce qui est de nature à créer des bâtiments qui soient plus circulaires. Et Lara va le définir dans le contexte en fait de la fabrication de produits dans un instant. Donc voilà l'objectif. C'est un objectif en fait un peu open source. Donc nous on ouvre en fait nos placards, on ouvre nos compétences pour partager ce que c'est dans notre expérience en fait un bâtiment circulaire. C'est quoi un processus de construction circulaire? C'est quoi aussi un processus de déconstruction circulaire? Comment les produits jouent un rôle majeur, on va en parler dans un instant, dans cette dynamique-là, parce que le produit, c'est le building block, en fait, c'est le constituant, le composant de base d'un bâtiment. Donc, si on fait des choix de produits vertueux, qui sont sains et qui sont circulaires, qui ont un potentiel de circularité, ça va impacter tout le bâtiment et du coup, le promoteur pourra en fait en usage différenciant au niveau de son usage par rapport à son propre client, de manière à créer des bâtiments qui aient des impacts positifs sur la santé et sur l'environnement. Voilà. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Lara qui va rentrer plus dans le détail. Merci Eric. Donc voilà. Aujourd'hui, dans ce contexte, on parle beaucoup donc de la pénurie des masques, mais en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la pénurie, elle est plus générale et qu'aujourd'hui, on a vraiment le souci de la pénurie des ressources. Donc là, ici, vous avez une infographie qui présente en fait la durée de vie d'un certain nombre de ressources de métaux. Et en fait, on peut voir, je prends l'exemple de l'indium qui sert aujourd'hui à fabriquer des panneaux photovoltaïques, qu'en fait, on est en train de fabriquer des panneaux photovoltaïques qui permettent de générer de la ressource renouvelable à partir d'une matière qui n'est pas renouvelable et qui a une durée de vie inférieure à 20 ans. Et qu'aujourd'hui on ne sait pas recycler. Donc voilà, ça pose une grande question sur l'avenir des ressources. Ensuite, une autre infographie qui exprime cette idée-là et que j'aime bien, c'est en fait cette infographie qui présente
les ressources. Donc, comme si sur Terre, tout le monde utilisait les ressources, par exemple, comme les États-Unis, eh bien, nous aurions besoin de 5 terres. Or, on voit que c'est simplement pas possible et qu'en fait, on vit toujours aux dépens de ces ressources-là. Donc, voilà, ça ouvre la question de comment est-ce qu'on peut réfléchir à diminuer cette consommation excessive des ressources. En parallèle de ça, en fait, on génère de plus en plus de déchets. Donc en 2016, dans le monde, on générait déjà 2 milliards de tonnes de déchets. Et en fait, il est prévu qu'on augmente en 2050 de 70% cette génération de déchets. Donc c'est également une grande question de se dire comment est-ce qu'on peut diminuer cette production excessive de déchets. Et encore un autre constat, c'est de se dire qu'en fait aujourd'hui la toxicité elle n'est pas maîtrisée. Donc c'est pas pour jeter la pierre aux industriels, mais c'est vraiment en fait de se dire qu'en fait on n'a pas toujours conscience de ce qu'on peut mettre en œuvre, des produits qu'on peut mettre en œuvre et de la toxicité que ces produits peut avoir. Donc là par exemple on a une photo donc, de l'amiante. Un produit qui a été interdit en 97, mais en fait, jusque-là, on n'avait juste pas conscience que ce produit était cancérigène parce que invisible et parce qu'en fait, tout simplement, on ne le savait pas. Donc aujourd'hui, on a le même problème donc avec tous les produits donc CMR, donc les produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Et on parle aussi beaucoup des COV. Donc les composants organiques volatiles. Donc voilà, c'est aussi toute cette problématique de la santé dans le bâtiment. Une problématique qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un modèle très linéaire où finalement, on va produire un produit, on va l'utiliser et puis après, on va le jeter. Là, c'est un petit peu changer de paradigme, c'est de se dire que une fois qu'on a extrait une première fois les matières et de préférence des matières renouvelables, on fabrique le produit, on l'utilise et ensuite ce produit il doit être conçu de manière à ce qu'on puisse facilement le réparer, le réutiliser, le recycler, le réemployer. Donc voilà, c'est une toute autre logique que celle cradle to grave, donc du berceau à la tombe, cette idée de cradle to cradle, du berceau au berceau, où on est dans une logique en fait où les ressources elles sont bien utilisées, de manière à toujours être réinjectées dans des boucles, et que en fait les transformations qui interviennent entre chaque étape du processus, elles nécessitent un minimum d'énergie et de préférence des énergies renouvelables. Donc, le modèle que nous, on suit, c'est donc ce modèle cradle to cradle. Donc, en français, on parle d'économie circulaire à impact positif. Pourquoi impact positif? En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on n'est plus dans la logique du développement durable. On cherche toujours à réduire son impact qui nécessairement est négatif. Là, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, non, on peut avoir un impact positif et on peut réfléchir à une conception de produit qui aurait un impact positif et qui ferait du bien plutôt que de toujours réfléchir à faire moins mal. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce modèle, en fait, il est inspiré de la nature. Et en fait, dans la nature, la notion de déchet, tout simplement, n'existe pas. Une feuille, quand elle pousse dans un arbre et qu'ensuite elle est morte et qu'elle tombe au sol, en fait, c'est pas un déchet. Ça va être des nutriments pour la terre qui ensuite permettra de faire pousser d'autres arbres et où seront d'autres feuilles et qui deviendront ensuite des feuilles mortes. Enfin bref, en tout cas, vous avez compris. L'idée, c'est que la nature, elle est circulaire, fonctionne comme un écosystème où il n'y a jamais de déchets, mais les ressources sont bien placées au bon endroit, aux bons endroits. Et donc, ça permet de jamais générer de déchets. Donc voilà, on s'inspire vraiment de cette logique-là. Et en fait, un produit, dès sa conception, il doit être donc conçu pour être intégré dans un cycle. Et donc, le cradle to cradle définit 2 cycles. Donc, le cycle biologique, où là, on va concevoir un produit pour qu'il puisse retourner à la terre. Donc un produit qui pourra se composter et devenir des nutriments pour la terre. Et le second cycle, donc c'est le cycle technique, où là l'idée c'est vraiment de concevoir le produit pour qu'il soit le plus démontable possible et que chacun de ses composants il puisse être recyclé, réemployé, etc. Donc voilà les 2 cycles à bien identifier lorsqu'on conçoit un produit. Donc appliqué au bâtiment, en fait, déjà, il faut savoir que le secteur du bâtiment, c'est un secteur à enjeu parce que c'est l'un des secteurs donc, qui génère énormément de déchets, d'une part. D'autre part, les émissions de CO2 représentent 26%, donc ce qui est très conséquent.
Et en plus, au niveau de l'épuisement des ressources, c'est un secteur qui est très très gourmand en ressources. Donc aujourd'hui, dans le bâtiment, on est également dans un modèle linéaire où en fait, voilà, les industriels vont fabriquer des produits qui vont être mis en œuvre dans un projet de bâtiment. Et quand ces produits arrivent en fin de vie, aujourd'hui, ils sont jetés, mis en décharge. Et en plus, cette mise en décharge, elle a un coût. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, le produit il va être en amont, conçu de manière à tout de suite pouvoir être, que ces cycles de prochaine vie soient identifiés. C'est-à-dire que quand le produit arrive en fin d'usage, en fait, on sait exactement s'il est prévu pour être recyclé, pour être réemployé, pour être réinjecté dans des filières en fin de vie. Donc voilà. Et en plus, l'idée, c'est de se dire que plutôt que de payer la mise en décharge, en fait, on va récupérer une valeur résiduelle sur ces ressources. Donc voilà. Et après, nous, on travaille à ça depuis 2007. En fait, on a développé un logiciel qui permet de faire de l'économie circulaire. Et en fait, on commence à avoir des retours d'expérience où finalement, on se rend compte qu'on peut avoir des pourcentages assez importants de ressources qui soient régénérées, que ça permet aussi de réduire les émissions de CO2. Et qu'en plus, on peut gagner une valeur résiduelle en ayant une bonne gestion des ressources. Ce schéma-là, il est aussi intéressant, en fait, c'est de se dire que souvent, quand on pense aux déchets dans le bâtiment, on va penser à la phase de chantier, qui peut générer énormément de déchets parce qu'en fait, on n'a pas une bonne gestion des ressources et on a plein de déchets qui sont générés. Mais également, on pense à la phase de déconstruction. Mais en fait, tout au long de sa vie, le bâtiment, aujourd'hui, génère des déchets qui ne doivent plus être pensés comme des déchets, mais comme des ressources. Et en fait, on estime que durant sa durée de vie, le bâtiment, 75% de ses composants sont renouvelés. Donc en fait, c'est énorme. Et donc là, il y a un réel enjeu donc de concevoir des produits donc de seconde œuvre, de mobilier, qui puissent être recyclés, réparés, etc. Parce qu'en fait, c'est là où on a un réel enjeu pour diminuer donc cette consommation excessive des ressources et cette génération de déchets. Donc en fait, notre réflexion a abouti sur ce concept de bâtiment banque de matériaux, où en fait, ça repose sur 2 points. Le premier, c'est de se dire qu'on conçoit le bâtiment de manière à ce qu'il soit le plus démontable possible. Donc, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est colle. Je prends l'exemple des moquettes. Une moquette qui va être collée avec des colles qui, en plus, sont toxiques. Ensuite, c'est très compliqué de la recycler. Donc la première idée, c'est d'avoir des systèmes constructifs démontables et désassemblables. Et le deuxième point, c'est de caractériser l'ensemble des produits et des matériaux qu'on va mettre en œuvre dans un bâtiment. Donc, grâce à ça, ça permet de développer une banque de matériaux. Et donc là, je vais reparler donc de notre plateforme MyUpCyclea. Donc, c'est le logiciel qu'on a développé. L'idée, c'est pas de faire une promotion de ce logiciel, mais simplement de montrer que face à ces concepts qui peuvent paraître simplement à l'échelle de concepts, nous, on a une réponse qui est concrète avec ce logiciel. Mais l'idée aussi de ces webinaires, c'est de partager un petit peu nos connaissances et nos infos pour qu'ensemble, on puisse faire au mieux de l'économie circulaire. Donc voilà, nous, ce qu'on propose dans notre logiciel MyUpCyclea, c'est en fait de caractériser les produits via des passeports circulaires. Et en fait, dans ces passeports circulaires, il y a un certain nombre d'infos qui permettent ensuite de faire de l'économie circulaire. Donc, le deuxième point, c'est de sélectionner des produits qui soient circulaires. Donc, on entend par produits circulaires des produits qui répondent à un certain nombre de critères que je vous présenterai par la suite. Et en fait, on s'inspire de la certification Cradle to Cradle. Donc voilà, en regardant plusieurs aspects des produits, donc la non-toxicité, la circularité, tout ce qui va être les énergies nécessaires à produire le produit, et également sa consommation en CO2. On regarde aussi la gestion de l'eau par rapport à la production du produit. Et il y a aussi le volet social qui est très important quand on caractérise un produit. Mais tout ça, je reviendrai plus précisément par la suite. Après, l'idée, c'est pas de faire la promotion du Cradle to Cradle, c'est juste que cette certification est assez holistique et elle présente une vision globale sur les produits qui est assez intéressante. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits qui sont certifiés Cradle to Cradle. C'est surtout des produits anglo-saxons.
Ce n'est pas encore une certification qui est très présente en France, mais qui sûrement va le devenir. Donc, le troisième point, en fait, c'est de se dire que grâce à toutes ces informations qu'on peut avoir sur les produits, quand on caractérise des produits, eh bien, après l'agglomérat de toutes ces informations pour un bâtiment, ça permet d'avoir ce que nous, on appelle la signature circulaire du bâtiment. Donc, en fait, on prend la mesure des impacts en termes de l'empreinte carbone, de la non-toxicité du bâtiment, du degré de circularité et de la valeur résiduelle totale. Quelle serait la valeur qu'on pourrait récupérer si jamais on réemployait, on recyclait les ressources plutôt que de les mettre en décharge. Et donc, c'est là où l'enjeu des industriels est assez important, en fait, c'est que rien que de donner de l'information, déjà on peut évaluer les impacts d'un bâtiment et déjà avoir connaissance et conscience de ce qu'on met en œuvre, c'est un premier pas pour faire de l'économie circulaire. Donc là, vous pouvez voir différents écrans qui correspondent encore au logiciel MyUpCyclea où on peut avoir des graphiques qui permettent de visualiser l'empreinte carbone d'un bâtiment, sa non-toxicité, la circularité du bâtiment et la valeur résiduelle. Et le quatrième point, qui est finalement le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pour faire de l'économie circulaire et générer des écosystèmes. Donc là, vous avez un schéma qui est très simpliste, mais l'idée, c'est de bien comprendre qu'un écosystème, c'est une relation entre un gisement de ressources qui est caractérisé, qui passe par une transformation. Donc on entend par transformation toute étape intermédiaire entre ce gisement en ressources et un besoin en matière. Donc une transformation, ça peut très bien être du transport, du stockage, du recyclage, du réemploi. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Mais avant d'atteindre et de répondre en tout cas aux besoins en ressources, donc voilà, il faut bien comprendre ces trois éléments qui permettent de générer des écosystèmes et qui en fait ensuite permettent d'avoir une gestion de la ressource qui est intelligente et qui ne permet de jamais finalement avoir de déchets. Et donc, ça c'est donc le dernier point de MyUpCyclea qu'on a développé, c'est cette gestion des écosystèmes où, grâce à la caractérisation des ressources et des produits, eh bien, en fait, on peut mettre en relation un gisement de ressources avec un besoin en ressources et par l'intermédiaire de transformation et ainsi générer des écosystèmes. Voilà, donc là, je vous ai présenté un petit peu les enjeux de manière générale pour avoir une vision globale de cette démarche. Là, l'idée, c'est de se dire, maintenant, en tant qu'industriel, comment est-ce que je fais pour m'inscrire dans cette démarche d'économie circulaire? Donc, la première chose, c'est déjà en amont, dès la conception du produit, d'avoir une réflexion pour faire de l'économie circulaire. Et le deuxième point, c'est de donner de l'information sur son produit, de le caractériser, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, pour faire de l'économie circulaire, il faut déjà savoir et avoir connaissance de ce qu'on met en œuvre dans un projet de bâtiment. Donc, pour le premier point, donc en fait là, comme je disais, on s'inspire en fait de la vision holistique que propose la certification Cradle to Cradle. Donc on va regarder d'une part la non-toxicité. Donc on entend par non-toxicité finalement quelque chose qui préserverait à la fois la santé, que ce soit pas toxique pour l'homme, mais également pour l'environnement. Donc c'est deux aspects qui sont très importants, qui sont liés. Par rapport à la préservation de la santé, donc comme je disais tout à l'heure, on parle beaucoup des CMR. Donc en fait, c'est regarder si le produit ne contient pas de CMR, mais également de COV, et donc d'avoir connaissance en fait de la composition du produit. Et on parle même de produits à composition positive quand on est certain que l'ensemble des matières qui constituent le produit ne sont pas nocives et sont saines pour l'homme et pour l'environnement. Ensuite, on peut regarder donc la circularité du produit. Donc c'est un deuxième point qui est assez conséquent parce qu'il pose beaucoup de questions. Donc d'une part, dans la première vie du produit, déjà on peut regarder si le produit contient des matériaux recyclés ou rapidement renouvelables. Donc on entend par rapidement renouvelable une ressource qui peut se générer en moins de 10 ans. Donc nous, on considère que le bois, par exemple, c'est une ressource rapidement renouvelable si jamais elle provient de forêts gérées durablement. Après, on peut regarder aussi la durabilité du produit, également si le produit est facilement réparable. On peut regarder aussi sa démontabilité.
Donc, c'est-à-dire, est-ce que le produit il a été conçu pour que l'ensemble de ses composants puissent facilement être démontables, que voilà, si on a besoin de changer un élément du produit, eh bien, on ne doit pas le mettre en décharge, mais simplement remplacer un élément. Et après, on regarde aussi, et ça c'est aussi très important, c'est si le produit, déjà, il est conçu pour intégrer de nouveaux cycles, c'est-à-dire en fin d'usage, quel serait le devenir de ce produit. Et encore plus, est-ce que déjà des acteurs sont identifiés qui pourraient assurer le recyclage du produit, le réemploi, etc. Après, on regarde aussi tout le volet énergie et carbone. Donc, l'empreinte carbone du produit, l'idée, là encore, c'est pas d'avoir des empreintes carbone idéales, mais simplement de faire la démarche de mesurer l'empreinte carbone de son produit, c'est un pas dans l'économie circulaire, parce qu'en fait, voilà, quand on prend conscience des choses, ça permet d'évoluer et de progresser. Donc voilà, avoir la mesure de l'empreinte carbone. Et aussi, on peut aussi s'interroger sur comment est produit le produit, quelles sont les énergies qui sont utilisées pour sa production, et donc si des énergies renouvelables permettent de fabriquer le produit. Après, il y a aussi toute la question du rejet en fait dans les eaux et du respect des nappes phréatiques, où là, voilà, l'idée c'est de voir si le processus de fabrication du produit respecte les sols et ne pollue pas les sols. Après, il y a aussi d'autres possibilités pour aller plus loin, c'est de se dire que peut-être que la production du produit est en cycle fermé et ainsi on peut réutiliser les eaux. On pourrait très bien se dire que la production peut réutiliser aussi les eaux de pluie. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour avoir une production qui soit le plus respectueuse de l'environnement. Et enfin, donc le dernier volet, le volet social, qui est très important. En fait, c'est peut-être pas le cœur du métier et c'est peut-être pas ça qui permet de faire de la circularité, mais c'est très important qu'on respecte l'humain parce que c'est au cœur également de cette démarche d'économie circulaire et positive où voilà, l'idée c'est de respecter toutes les règles de l'Organisation internationale du travail. Donc voilà, en fait, ce qu'on regarde, c'est vraiment tous les impacts du produit avec une vision vraiment globale. Nous, on fait beaucoup de... On accompagne des projets de bâtiments et en fait, souvent, on nous demande est-ce que ce produit, il est bien. Et finalement, c'est compliqué de répondre oui ou non parce qu'en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc. L'idée, c'est vraiment de regarder tous les impacts d'un produit et pour pouvoir le mesurer et faire des comparatifs. Il n'y a jamais... Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est important d'avoir une vision globale quand on regarde un produit. Donc voilà, ça c'était la première chose, un petit peu toutes les réflexions pour avoir un produit circulaire. Donc voilà, le second point, c'est bien de caractériser son produit, donc de donner un maximum d'informations sur un produit. Donc aujourd'hui, sur notre plateforme, on demande en fait aux industriels donc, de renseigner le nom de leur produit, la référence du produit, également la composition, où là, en fait, on a développé une matériothèque, enfin, une nomenclature universelle, où en fait, on va sélectionner des produits, et cette nomenclature est traduite en anglais, en français et bientôt en espagnol. Et donc, en fait, ça permet de faire matcher des produits qui auraient pu être enseignés par des personnes qui ne parlent pas la même langue, mais qui parlent de la même chose. Et grâce à cette nomenclature, ça permet de mettre en lien des produits. Après, on demande aussi de caractériser la démontabilité du produit. Est-ce que mon produit il est facilement démontable ? Également la période d'usage, ça permet d'avoir une visibilité sur la durabilité du produit. Également si des prochains usages sont identifiés pour ce produit. On demande aussi l'empreinte carbone, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits qui sont caractérisés grâce au fichier FDES, on a cette information sur l'empreinte carbone. Après, donc, le mix énergétique, tout ce qui va être donc, les impacts sur l'eau, les impacts sociétaux, et puis après des éléments qui permettent peut-être plus facilement le réemploi, donc par exemple les apparences, les dimensions du produit, et enfin le lieu de fabrication. Donc voilà, l'idée de rentrer dans cette démarche, en fait, c'est déjà d'accepter de donner toutes ces informations-là, et c'est déjà un début pour faire de l'économie circulaire. Donc, ce schéma qui est assez complexe, là, l'idée, c'est simplement de vous montrer que c'est un processus qui mobilise beaucoup d'acteurs en fait, dans le bâtiment et que chacun a sa place et son rôle à jouer là-dedans.
Et donc, en tant qu'industriel, aujourd'hui, dans les démarches qu'on peut mener sur des projets qui sont menés dans cette démarche d'économie circulaire, en fait, on a une réflexion en amont avec l'architecte sur des produits qui répondraient au maximum aux critères que j'ai présentés précédemment. Et ensuite, ce sont les entreprises qui viennent contacter les fabricants, les fournisseurs de produits pour qu'ils rentrent dans cette démarche de caractériser leurs produits sur les passeports circulaires, donc les cartes d'identité des produits que j'ai pu présenter précédemment. Et donc, les bénéfices pour les industriels dans tout ça, c'est donc d'une part de pouvoir remporter des contrats qui soient prestigieux, parce qu'en fait aujourd'hui, de plus en plus, on le voit avec la nouvelle loi anti-gaspillage, c'est qu'en fait c'est des choses qui vont être de plus en plus demandées, de prendre la mesure des choses et et de minimiser en tout cas ces impacts sur l'environnement et sur la santé. Donc, ça vous permet également donc, de contribuer à cette régénération des ressources. Également, donc, de gagner en visibilité, parce que nous, du coup, en fait, la liste des produits qu'on propose sur MyUpskillia, ça peut un petit peu être considéré comme un catalogue d'éco-conception. Donc, ça vous permet de gagner en visibilité par rapport à vos produits. Et enfin, donc le dernier point, c'est qu'en fait, en mesurant et en caractérisant les produits, ça permet donc d'évaluer les impacts positifs que peuvent avoir vos produits sur l'environnement, la santé et le social. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais donc donner la main à Olivier Deves, donc de l'entreprise Velux. Alors, je vais activer votre micro. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, on vous entend bien. Après, si vous voulez partager votre écran, c'est tout à fait possible. Je vous laisse la main. D'accord, alors, hop. Normalement, ça devrait être bon. Je l'espère en tout cas. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien tous la présentation s'afficher sur vos écrans. C'est bon? Oui, c'est bon. Ils n'ont pas de micro, Okay. mais c'est bon. Super. Donc, je vous remercie Lara et Eric de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Olivier Deves, je suis responsable bâtiment durable chez Velux France. Velux France fait partie du groupe Velux, qui est un groupe danois qui a été créé il y a plus de 75 ans maintenant et qui dispose d'une implantation en France depuis les années 60, à la fois pour la partie commerciale mais également pour la partie industrielle, avec des usines de production à la fois de vitrage, de fenêtres et également d'équipements associés, donc store intérieur, store extérieur et également volets roulants. Depuis plus de 75 ans, les missions que s'est donné le groupe, c'est d'apporter le bien-être dans les bâtiments par l'intermédiaire de l'entrée de lumière naturelle et d'air frais par le toit. Et le nom en lui-même Velux traduit bien cette double mission puisque le VE de Velux signifie ventilation et Lux est là pour rappeler l'apport de lumière naturelle. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment pour nous, finalement, cette démarche de travailler autour de projets de bâtiments circulaires, elle nous permet de faire la synthèse et de matérialiser un certain nombre d'engagements qu'on a entrepris pour contribuer à des bâtiments dont l'objectif est qu'ils soient plus sains et plus durables. Donc pour ça, je vais reprendre quelques exemples sur lesquels je vais essayer de vous montrer comment nos actions elles s'inscrivent pleinement dans cette démarche de bâtiments circulaires. Donc en tant qu'industriel, il est clair que l'un des premiers enjeux qui se posent pour nous, et aujourd'hui c'est un de ceux dont on parle le plus, c'est la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Un engagement qu'a pris le groupe depuis de nombreuses années, c'est de réduire son empreinte carbone en termes d'activité industrielle et commerciale. Et pour ça, le groupe s'est fixé un objectif de réduire de 50% ses émissions de CO2 à l'horizon 2020 pour l'ensemble de ces sites de production, donc pour ceux qui sont situés en France, mais également pour les autres usines situées dans d'autres pays européens,
avec un objectif atteint à hauteur de 43% en 2018. Donc par ce biais-là, on participe déjà en dehors d'un projet de bâtiment lui-même. Ça permet de façon indirecte également de réduire l'empreinte carbone de nos produits. En matière de conception ensuite, donc là on rentre un petit peu plus dans le détail de ce que présentait Lara tout à l'heure. Clairement dans le choix des ressources qui est fait pour la conception et la production de nos produits. Donc historiquement, nos produits sont des produits en bois, donc des fenêtres fabriquées à partir de bois, plus particulièrement de pin, donc soit de pin du Nord, soit de pin des Landes, comme c'est le cas pour le marché français. On a fait un choix de travailler avec des producteurs et des forêts qui soient certifiés, donc soit couverts par le label PEFC, soit par le label FSC. Et aujourd'hui, on a plus de 99% de la ressource bois, qui est un élément important dans la construction de nos produits, en volume et en poids, qui soit issu de forêts certifiées, c'est-à-dire gérées de façon durable, de façon à limiter au maximum les impacts de l'activité d'exploitation de ces forêts sur l'environnement. De la même façon, au niveau des éléments de traitement qu'on va être amené à appliquer au bois, soit pour lui donner son aspect de finition, soit pour garantir sa durabilité, on travaille sur des produits qui permettent de limiter les risques sur la santé et sur la toxicité. Et aujourd'hui, l'ensemble des produits que l'on proposons bénéficient d'un étiquetage A+, pour ce qui concerne les émissions de composés organiques volatiles dans l'air intérieur. Voilà, tous les produits en contact avec l'air intérieur. Donc par ce biais-là, on a déjà deux éléments constitutifs en matière de conception qui permettent de réduire l'impact de nos produits et de garantir d'une certaine façon sa circularité. Toujours au niveau de nos unités de production, concernant la gestion des déchets, on a engagé depuis de nombreuses années des efforts pour essayer de réduire au maximum la génération de déchets à l'étape production. Et aujourd'hui, on est alors à près de 100%. C'est compliqué d'atteindre le 100% absolu, mais on en est aujourd'hui extrêmement proche. De près de 100% des déchets qui sont générés dans nos unités de production, qui vont être triés et qui vont ensuite être recyclés. Alors, sous différentes formes. Donc, à titre d'exemple, sur notre site de production de fenêtres dans la baie de Somme, on génère des chutes de bois à la production des profilés de fenêtres. Donc, une partie de ces déchets vont être utilisés dans une chaufferie qui a été construite spécifiquement pour cette usine et qui, donc, du coup, va permettre de chauffer les différents locaux, ce qui va permettre également, du coup, de réduire notre impact carbone. Donc, on voit que dans cet effort sur les émissions de CO2, et finalement, on arrive à mutualiser ça avec la gestion des déchets. Et puis, une autre partie va être réemployée, soit en litière animale, soit pour la construction d'autres types de produits de construction qui vont être, par exemple, des panneaux de bois agglomérés. Concernant les produits de traitement, donc typiquement, sur les produits de type peinture et lac, on récupère l'intégralité des déchets générés à l'étape de mise en peinture et ensuite on va venir les refiltrer pour pouvoir les réemployer tout en respectant évidemment nos process qualité, mais dans le cadre de la production de ces mêmes profils. Donc ça, c'est des éléments de travail, les éléments sur lesquels on a pu travailler à l'étape de production, sachant que sur des aspects purs de conception, on travaille sur des produits dont on a allongé la durée de vie. Donc aujourd'hui, on a des produits dont la durée de vie est inclue entre 30 et 40 ans et avec une forte capacité à pouvoir être réparés, donc avec une disponibilité importante des pièces détachées à plus de 20 ans et la possibilité de remplacer un certain nombre de composants de la fenêtre sans devoir systématiquement la remplacer. Donc une des forces pour ce qui nous concerne en particulier, c'est de disposer de dimensions qui sont fixes et qui sont les mêmes d'ailleurs depuis l'origine. Donc, on continue aujourd'hui de remplacer des composants sur des fenêtres qui datent d'il y a 20, 25 ans, 30 ans. On continue à avoir cette disponibilité-là et on continue également à mettre sur le marché des équipements qui sont rétrocompatibles, c'est-à-dire
qui permettent d'être installés sur des fenêtres et ben voilà, de une ou deux générations en arrière, donc d'éviter d'avoir à remplacer intégralement la fenêtre simplement pour pouvoir y associer un volet ou pour pouvoir y monter une motorisation. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Hein, l'objectif n'était pas forcément d'être exhaustif aujourd'hui, mais pour présenter comment à notre niveau industriel, on travaille ces aspects qui permettent de favoriser le déploiement de bâtiments circulaires et de travailler sur ces projets de bâtiments circulaires au travers de plateformes telles que celles proposées par Upcycler. Voilà. Alors, j'en ai fini avec ma présentation. J'espère avoir été assez clair dans les éléments que j'ai pu partager avec vous. Et puis, je vais peut-être redonner du coup la main à Lara, ou c'est peut-être vous qui la reprenez. Je ne sais pas comment on fait. Bien, je peux la reprendre. En tout cas, merci beaucoup Olivier pour ce témoignage. En fait, c'est super parce que ça illustre un petit peu tous les aspects dont on a pu parler avant. Au moins, on a des réponses un petit peu concrètes et puis des exemples de choses qui sont possibles de faire.